Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic. Vous en voulez à la which terre makes entière, me- à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans le 28e épisode du podcast d'Axe Open. Alors nous sommes de retour pour la première fois en studio depuis le confinement. Alors les gars, heureux ? Ravi. Hyper heureux. Ça fait plaisir. Premier podcast. Ah, ça fait super plaisir de vous revoir. Je vous ai manqué un petit peu quand même ou pas ? Parce que ça fait quand même quelques mois que... Question suivante. Oui. Joker. Philippe, ça va toi? T'as passé une bonne journée? Très bien. Ah, vous êtes toujours aussi sympa. Hein. Ça Oh. me fait plaisir en tout cas. Du coup, aujourd'hui, on est un peu plus nombreux que d'habitude, donc il y a toujours mes deux fidèles acolytes, Philippe, Bonjour. là, il y a Arthur, Bonjour, bonjour. et on a deux petits nouveaux qui font leur premier podcast, il me semble, aujourd'hui. Donc on a Romain Ouais, salut. et on a Florian. Bonjour. Alors pour notre grand retour sur les ondes, on va parler base de données. Alors on avait déjà fait un podcast sur le sujet, c'était d'ailleurs un de nos premiers podcasts où il n'y avait pas encore Maxime qui était là pour nous régler le son. C'était un podcast dans lequel on s'intéressait en fait plus particulièrement à tout ce qui était NoSQL et les différences notamment vis-à-vis des bases de données relationnelles. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux bases de données en général et surtout à comment choisir sa base de données pour ses projets de développement web. Et on finira par parler un petit peu de la modélisation des données. Du coup, pour commencer, parce qu'on perd pas les bonnes habitudes, on va commencer par poser les bases. Arthur, une base de données, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Tout simplement, une base de données, c'est un dispositif pour stocker des données, donc qu'ils soient textuels ou binaires. En général, il n'y a pas d'autres formats. Et comment ça marche? C'est tout simplement des données qui sont stockées sur le disque dur, mais de manière plus efficace que, disons, un FS classique ou des fichiers à plat. Donc c'est optimisé par, en général, le gestionnaire de base de données, donc que ce soit relationnel ou NoSQL. C'est une très bonne définition. Ah, merci Philippe. J'attendais la validation de Philippe qui aime bien toujours rajouter un petit truc. Je suis fier qu'il ait rien rajouté. J'ai rien dit. Non mais... Philippe, tant que je te donne la parole, tu vas nous faire un petit point historique. Nous vivons tous un moment historique. Les bases de données, ça n'a toujours pas été ce que c'est aujourd'hui. Comment Non, ça, alors ça effectivement, évolue le principe d'une base de données, c'est surtout de décorréler tout ce qui est données applicatives du code de l'application. Donc l'idée, c'est de déporter ça dans un logiciel qui va traiter les données et qui va les stocker, les archiver, les mettre en forme pour que ça soit plus efficace. Historiquement, on a la première base de données qu'on peut utiliser, c'est comme disait Arthur, c'est un file system, c'est ni plus ni moins qu'un fichier. Et les premières bases de données qui ont existé sur le marché, c'est des fichiers à plat ou des fichiers indexés, semi-indexés, ce genre de choses. Et puis, dans les années 70-80, est apparu d'autres types de bases de données qui sont des pré-bases de données type relationnel, type DB2 ou ce genre de bases de données. Et puis, plus récemment, des bases relationnelles avec des contraintes d'intégrité. Donc ça, c'est plutôt début des années 99-2000. Et maintenant, on a des bases de type NoSQL qui sont des autres types de bases de données qui existent essentiellement pour des problèmes de performance. Voilà un peu tout ce qui existe sur le marché. Il y a plein de types de bases de données, il y en a 50, on peut en citer certaines, type Oracle, qui ont des grosses parts de marché, des MySQL, des MariaDB, des Postgre, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer, des Mongo, ce genre de choses, des Redis. En tout cas, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est stocker des données, les mettre de manière la plus efficace possible pour qu'elles puissent être requêtées pour les applications. Et aujourd'hui, du coup, tu as parlé du fait qu'il y avait plusieurs types de bases de données. Aujourd'hui, dans le contexte de dont on parle aujourd'hui, donc des projets de développement web, quelles sont les bases de données qu'on utilise, enfin, en tout cas les types de bases de données qu'on utilise le plus couramment ? Alors aujourd'hui, on va en utiliser deux, quasiment, enfin, on va en utiliser deux grandes catégories. Vous avez tout ce qui est les bases de données relationnelles, avec le langage de requêtage SQL qui est associé. Donc ça, c'est des bases de données qui ont des structures très très fortes, avec des contraintes d'intégrité, des index, ce genre de choses. C'est ce que tous les développeurs ont appris s'ils ont fait des études avant les années 2000, je dirais. Et maintenant, on a des bases de données qui peuvent être moins structurées, qui répondent à des problématiques très très particulières de mise en cache ou de mise en performance, qui sont des types de bases de données NoSQL, qui affectionnent tout particulièrement Arthur. Ouais, c'est un peu l'ascenseur émotionnel avec le NoSQL. C'est quand tu commences, c'est vraiment trop bien parce que les bases de données relationnelles, le plus gros problème, c'est que c'est relationnel. Donc, si on veut supprimer une ligne, il faut qu'il n'y ait pas de parents, il faut qu'il n'y ait pas de relation, etc. Alors que le NoSQL, c'est non relationnel. Donc, tu fais ce que tu veux, tu crées tout ce que tu veux, tu supprimes tout ce que tu veux. Donc, dans un sens, c'est pratique. Mais en fait, une fois que tu es en production depuis 2 ans et que tu as des données qui partent dans tous les sens,
c'est moins rigolo. Donc, disons que c'est très utile, je pense, pour des données à plat, donc pas trop de profondeur, juste par exemple une liste d'utilisateurs, juste clé-valeur simple. Mais en tout cas, c'est ultra rapide et ça peut être très bien exploité, je pense. Ok. Et du coup, donc tu parlais là, donc BDD relationnel et BDD NoSQL qui sont les plus utilisés. Quels sont, quand vous commencez du coup un projet de développement, un nouveau projet, c'est quoi en fait les enjeux quand on va se poser la question de quelle base de données on va choisir? Il y a quoi comme impact finalement dans l'année à suivre peut-être et dans les 5-10 prochaines années sur ce choix? Alors c'est un choix qui est pas forcément évident, mais qui est plus facile à faire maintenant qu'il y a une dizaine d'années en arrière, parce que systématiquement maintenant, quand vous utilisez les frameworks de développement, vous utilisez majoritairement des ORM entre la partie développement et la partie base de données, qui abstrait un peu cette partie base de données et qui permet généralement de passer d'une base de données à une autre base de données. Ce qui va faire les critères de choix d'une base de données, il y a effectivement cette notion de est-ce qu'on va faire une base de données relationnelle ou une base de données NoSQL, mais ça je dirais que c'est plutôt des questions de performance ou d'organisation des données. Mais une fois que vous êtes dans une catégorie de projet, donc par exemple vous avez un projet dans lequel vous avez affaire à une base de données relationnelle, là vous allez étudier tout ce qui existe sur le marché, grosso modo, et avec grosso modo il y a de moins en moins de différences de performance entre les différentes bases de données. Elles sont capables de faire à peu près toute la même chose. Après c'est aussi une question de crémière, de savoir ce que vous aimez. On va essayer surtout de regarder qu'il y ait une cohérence par rapport au reste du SI. Si vous avez un client qui est sur du Oracle, plutôt on va rester sur du Oracle parce que ce sera plus facile en termes d'administration. Et si vous avez des clients qui n'ont pas de gestionnaire de base, on partira plutôt sur des bases de type Postgre ou des bases de type MariaDB. Ou encore, si vous avez des clients qui sont sur des Amazon, ce genre de choses, il y a des bases de données maintenant qui sont orientées cloud, qui peuvent faire l'affaire. T'as quoi, par exemple, sur le cloud? Il y a celle de... AWS, c'est Aurora. C'est Aurora, et sur Azure, c'est... je sais pas, c'est un packaging particulier aussi d'une base SQL là-dessus. Aurora pour AWS, pour info, c'est juste un MySQL qui a été mis à la sauce AWS et donc qui permet de faire tout ce qui est utilisation des services AWS beaucoup plus facilement et optimisé. Donc il y a du scaling vertical autant qu'horizontal et c'est ce qu'ils recommandent le plus possible vu que c'est leur produit. Mais techniquement, c'est optimisé pour AWS et c'est censé être... mais c'est juste du MySQL derrière, au final. Ok. Du coup, Philippe, de ce que tu as l'air de me dire, finalement, les critères quand tu choisis ta base de données, c'est cohérence du SI, préférence peut-être de l'équipe projet. Ouais, c'est ça. Souvent vous avez dans les entreprises vous avez une équipe infrastructure ou infra qui va s'occuper de la maintenance des bases de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a effectivement la partie développement sur laquelle on va faire les développements, tout ça, mais il y a une grosse partie maintenance de la base de données, optimisation, sauvegarde, plan de reprise sur activité, cryptage, tout ce que vous l'imaginez, qui sont pas généralement dans la partie développement, qui sont dans la partie infrastructure. Et eux, généralement, ils ont des scripts ou tout un tas d'outils qui sont pré-utilisés pour faire ça. Donc il faut essayer de garder une cohérence avec ça. Je pense pas que le côté développement influe tant que ça la base de données, parce que la seule différence, c'est si on prend un NoSQL par rapport à un relationnel, mais comme disait Philippe, avec les ORM, quel que soit le relationnel ou le NoSQL, ce sera toujours le même code, que ce soit Hibernate pour Java ou d'autres frameworks comme ça. Dans tous les cas, que si on fait du code avec un Hibernate, que ce soit Oracle, que ce soit Postgre ou MySQL, ce sera le même code. Je pense que les développeurs, ils ont plus trop à s'inquiéter de quelle base de données il y a derrière. Ouais, alors, après, en NoSQL, le problème, c'est que tu peux avoir des données qui ont évolué et comme il y a assez peu de restrictions sur le type de données que tu peux mettre dans ta base, va falloir que ton code il gère quand même plus de cas différents. Ouais, disons que les contraintes métiers, les contraintes, tu es obligé de les mettre au niveau de l'application et pas au niveau de ton schéma relationnel, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu le problématique. Et du coup, vous, à titre personnel, vous utilisez plutôt quoi comme base de données, ou en tout cas avec laquelle, si vous avez une préférence, en tout cas, vous préférez bosser? Personnellement, quand je démarre un Node.js, je pars sur Mongo, parce que c'est tout de suite plus rapide. Et si je pars sur Java, je prends un Postgre avec Hibernate. Oui, moi je pars sur du Postgre d'habitude. Ok. Florian, tu Moi j'ai tendance à utiliser du Maria. Ouais. Maria, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ex-MySQL qui a forqué depuis qu'ils ont été rachetés par Oracle. Et du coup, c'est bien? Ça marche bien? Ça marche bien. On va dire que beaucoup de personnes ont appris ça grâce à MySQL aussi. Et du coup, c'est un langage qui est assez facile à Mais il y a des différences notables par rapport à MySQL? Il y a quelques petites différences selon les versions, mais c'est globalement la même syntaxe. D'accord. Après, il y a des petites améliorations par-ci, par-là, selon les versions.
Est-ce que des fois, du coup, il y a des... là, tu disais, Philippe, tout à l'heure que niveau performance, maintenant, les bases de données, elles se valent plutôt. Est-ce qu'on rencontre quand même aujourd'hui encore des problématiques liées au choix des bases de données, ou est-ce que finalement, elles sont arrivées à un niveau qui est assez... qui est plutôt très bon et il n'y a plus trop d'optimisation à faire pour la suite? Alors, je vais te faire une réponse qui n'en est pas une, mais aujourd'hui, la majorité des problèmes de perf qu'on peut avoir sur des bases de données ne sont pas dus à la base de données, mais à l'usage qui est fait de la base de données. Et je dirais qu'on est un petit peu arrivé au mieux de ce qu'on peut faire dans les bases de données, c'est-à-dire de version en version, on n'a pas d'amélioration significative. Mais surtout, la grosse différence par rapport à avant, c'est que des bases de données, historiquement, elles étaient faites pour tourner sur une instance. Et aujourd'hui, sur quoi ils travaillent, c'est vraiment la scalabilité horizontale et verticale qui sont pour du cloud. Je pense que la plus grosse différence entre les bases de données maintenant, ça va être ce qu'elles proposent en termes de possibilités. Notamment, je pense à PostgreSQL où tu peux faire des requêtes beaucoup plus poussées, tu peux faire des boucles, des conditions, alors que sur du MySQL, c'est très limité. Par rapport à Oracle, on peut faire des requêtes stockées, etc. Je connais pas trop Oracle, mais je sais qu'il y a pas mal de possibilités très très poussées. Et je pense que ce qui pousse aussi les bases de données, c'est quel choix de la base de données, c'est les possibilités qui sont derrière en termes de requêtes. Mais c'est vrai qu'avec une architecture informatique qui va de plus en plus dans le cloud, on a tendance à faire de plus en plus de petites bases associées à des petites applications. Donc c'est vrai que le choix de la base de données devient de moins en moins prépondérant. Il y a une époque où vous choisissiez Oracle parce que toutes vos applications elles étaient dessus et ça va être pour les 20 prochaines années. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Okay. Du coup, est-ce que aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est le choix de la base de données qui a un impact sur le projet dans sa globalité, ou c'est plutôt la manière dont la base de données, dont elle est construite, dont le modèle de 2D est construit finalement, qui aura un impact sur le projet? Alors, il faut toujours le rappeler, mais on choisit une technologie pour répondre à un besoin, donc on définit le besoin et après on choisit la technologie qui est adaptée. Et pour répondre à ta question, c'est plutôt la manière dont ça va être utilisé qui va faire la différence, quoi. Donc c'est vraiment la manière de concevoir. Sachant qu'une base de données, c'est ni plus ni moins que la représentation que vous faites des données de votre application. Et entre un bon concepteur qui va vous concevoir ça simplement, ça ira vite. Si vous êtes un peu tordu dans votre tête, ça peut vite devenir compliqué et les problèmes de performance arrivent à ce moment-là. Je sais que tu aimes bien, Romain, les problèmes de performance de base de données. Ah oui, c'est génial. Les modèles de données mal conçus. Et en parlant des modèles de données, Romain, on y vient. C'est quoi la modélisation, du coup, quand on parle de modélisation de données, de base de données, chez Mac, qu'est-ce que c'est dans le... Alors la modélisation, c'est comment on va organiser les données par rapport aux demandes du client. Donc si le client veut des contrats, on va avoir dans notre base de données un objet contrat qui va être rattaché à des utilisateurs. Et ça va être la manière d'agencer les choses et donc de faire des relations entre les objets. C'est ni plus ni moins qu'un schéma avec des tables et des... C'est des carrés et des lignes qui s'entrecroisent. Des carrés et des lignes qui se croisent. Mais c'est probablement la chose la plus difficile à faire en informatique. Ouais. Parce et la plus importante. Oui, la plus importante, c'est ça. Parce que ça va définir toutes les années qui vont suivre sur votre projet et migrer, ça prend limite autant de temps que de développer tout le projet. Pour la rendre la plus maintenable possible. Ouais. Et pour du coup, ces modélisations, donc vous me dites, c'est un peu compliqué. Avant d'arriver un peu plus dans le détail, est-ce que du coup, finalement, il y a un modèle de base quand on commence à faire de modélisation? Ou est-ce que finalement, t'as un modèle par appli et c'est vraiment du sur-mesure Ou est-ce qu'il y a des choses qui se retrouvent vraiment dans toutes les bases de données? Je pense qu'il y a des conventions, mais au final, il faut à chaque fois tout refaire de A à Z. Il y a souvent des conventions en mode utilisateur. Toutes les tables ont un ID qui sera des chiffres qui s'incrémentent. L'utilisateur, on aura souvent les mêmes informations, etc. Mais globalement, il faut tout refaire. Il y a des best practices, voilà. Mais il n'y a pas de conception unique, quoi. Il n'y a pas de conception unique, on peut pas télécharger un petit truc qui puisse nous aider. Base de données classique. Vraiment de l'application du client. Et puis tu as toujours un compromis en informatique entre le temps et l'espace, c'est-à-dire que soit tu représentes tes données pour qu'elles soient rapidement interprétables, mais du coup généralement ça prend plus d'espace en termes de stockage, soit tu vas essayer de compacter ton espace, mais du coup tu as plus de temps pour le requêter. Donc tu es toujours dans une espèce de compromis entre est-ce que je veux avoir un modèle très très propre et très très périn, ou est-ce que je veux de la performance, et généralement on peut pas tirer sur les deux bords à la fois, quoi. D'accord, donc ça dépend ce qu'on va prioriser au départ. Ça dépend ce qu'on va prioriser, et généralement ça change au milieu du projet, ça peut changer là-dessus. Okay. C'est quoi les grandes étapes en fait à suivre quand on démarre un projet et du coup on va dans cette modélisation de données? C'est un travail avec le client permanent? C'est un travail souvent itératif. L'idée c'est de ressortir toutes les données qu'on a envie de stocker.
d'accord, et d'essayer pour chacun des données d'avoir un cycle de vie de la donnée. Et une fois que vous avez à peu près toutes les données que vous voulez stocker, le cycle de vie des données, vous êtes capable de commencer à réfléchir à une modélisation. Alors, en fait, c'est ni plus ni moins qu'organiser les choses. Pour ceux qui sont pas du tout de l'informatique, c'est ni plus ni moins si vous faites des tableaux sous Excel. C'est un peu le même principe. Et du coup, vous commencez à organiser votre donnée, et à partir de ça, vous pouvez commencer à vous poser. La bonne manière de faire, c'est de se poser des questions, de se dire, est-ce que avec la modélisation que j'ai donnée, je suis capable de restituer mes données sous la forme ou le reporting ou l'analytique que j'ai envie d'avoir. Et une fois que vous êtes capable de faire ça, vous pouvez considérer que votre modélisation commence à être bonne. Ok. Et après, c'est quelque chose du coup qui se travaille au long du projet et ensuite en fonction des... Alors non, il faut que... Généralement, on fait une V0 qui est à peu près stabilisée, on démarre les projets et après on le fait évoluer à la marge. Mais il faut bien comprendre, comme le disait Arthur, c'est que casser une relation, ce qu'on va appeler une relation, c'est par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais on vous dit un utilisateur a le droit d'avoir un contrat. Si vous dites un utilisateur peut avoir un ou des contrats, ça change complètement la manière de changer, de coder et de modéliser, et du coup c'est un breaking change de fou, quoi. Donc il faut savoir garder... on a intérêt à bien prévoir les choses dès le début, quoi. Généralement, rajouter un champ, par exemple, dire en fait j'ai besoin d'une date en plus sur le contrat, c'est pas gênant à stocker, ça change pas. Par contre, changer la représentation que vous faites des données, ça devient très très compliqué. La manière dont ça fonctionne. Ouais. Et du coup, vous avez un petit peu des bonnes pratiques à partager autour justement de la modélisation pour bien faire les choses dès le départ. Arthur, je te vois réfléchir. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vraiment fait de relationnel, donc je pourrais pas trop donner de... Moi, j'ai tendance à éviter le plus possible les relations justement figées, donc qui sont indispensables, parce qu'au final, t'arrives à la moitié du projet et le client te dit au final ça c'est peut-être pas obligatoire ou voilà, et du coup tu te retrouves avec des objets que t'es obligé de mettre. T'es obligé de créer et ça te fait changer ou ça te fait galérer. Donc j'ai tendance à éviter les relations, même si c'est une base de données relationnelle, et faire mes relations dans les requêtes directement en faisant des joins. Mais je pense pas que ce soit comme une anti-pratique. Oui, clairement. Je pense pas que ce soit une bonne pratique. C'est pour moi en tout cas. Mais je fais plus trop de. Mais je pense qu'il faut essayer de concevoir le modèle le plus ouvert possible. Et si on vous dit mais non, je vous jure qu'il aura jamais plus d'un contrat, en fait vous entendez que si le jour de la mise en prod, il aura 2 contrats. Donc, il faut savoir. Il y aura un brouillon. Il faut savoir lire entre les lignes. Ouais, il faut savoir un peu lire entre les lignes. Et ça, c'est un peu à l'expérience, quoi. C'est un peu à l'expérience. Anticiper, ouais. Et aujourd'hui, il y a des outils qui existent d'aide à la modélisation où c'est finalement, on prend un papier, un crayon et on fait travailler son cerveau. Ou est-ce qu'il y a des outils qui prémâchent peut-être un peu le travail ou en tout cas qui font des interfaces peut-être graphiques, je sais pas. Il y a quelques outils, oui, qui existent. Moi, j'en connais un qui est particulièrement efficace, c'est Gimerize, qui est un tout petit logiciel, mais vraiment pas mal pour modéliser ces bases de données. Après, oui, il y a ça, il y a des... Je sais plus comment ça s'appelle. Merci Romain. Des techniques d'analyse plus que des outils, par exemple Meurize justement, où il y a des conventions pour noter et des méthodes pour essayer de réduire la complexité des bases de données. Ok, du coup, c'est des outils que vous servez du coup pour... c'est des outils qui servent bien ou finalement des fois vous en revenez quand même au papier crayon? On s'en sert en partie, on va dire. On prend quelques bouts et... On prend le meilleur de l'outil et... Le papier crayon, c'est efficace quand même. Il n'y a pas à discuter. On est toujours à la base. Après, je sais qu'il y a des outils qui, depuis un format UML ou un format de base de données, peuvent créer les requêtes carrément pour créer la base de données. Des diagrammes, ouais. Ça peut être pratique pour créer une base de données hyper rapidement. On fait un petit schéma et hop, il y a déjà toutes les requêtes SQL. Mais oui, des outils, il y en a toujours. Moi, j'utilise Visual Paradigm, qui est un logiciel pour faire toutes sortes de schémas et de diagrammes, que ce soit de classes, UML et tout. Mais sinon, il y a rien, c'est juste, c'est Paint, quoi, mais avec des carrés tout prévus. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent dans les projets, on fait une première modélisation et après on la transmet dans la base de données et après on utilise des outils. Moi, j'utilise des beavers. Après, ils vous font du reverse engineering depuis la base et qui vous font le schéma. Et après, comme on évolue que en delta, finalement, on fait évoluer donc on utilise moins d'outils de modélisation. C'est plutôt pour la première modélisation qu'on utilise des outils, quoi. Et puis ensuite, ça évolue. En parlant du coup d'évolution, et ça va être notre dernier point aujourd'hui, comment ça se passe finalement la maintenance un peu de tout ça et aussi de la base de données? Est-ce que
on parle souvent de technologie ici et justement du suivi très proche des versions de techno parce que des fois il y a des choses qui changent, faut absolument mettre à jour, etc. Est-ce que sur les bases de données, est-ce qu'on a les mêmes problématiques et il faut suivre de très près les nouvelles versions ou est-ce que finalement une fois qu'on a monté son truc, les nouvelles versions n'apportent pas grand-chose Généralement, la base de données n'est jamais exposée directement à travers Internet ou à travers au client final parce qu'elle est toujours encapsulée derrière l'applicatif métier. Donc on a moins d'enjeux de sécurité. Je dis pas qu'il y en a pas, mais il y en a beaucoup moins généralement d'enjeux de sécurité. Surtout qu'on passe à travers des ORM, donc c'est quand même globalement assez stable. Et généralement, c'est pas mis très fréquemment à jour par les clients, voire très rarement mis à jour par les clients. Et quand c'est fait, c'est des grosses montées de versions. Et dans quel cas, ça nécessite un plan projet, tout ce qui va avec, quoi. Même les bases de données en elles-mêmes, je crois que j'ai jamais vu de breaking change, de changement, genre, je sais pas, Mongo 3 en 4, où ça a tout changé. Enfin, pour moi, c'est juste des mises à jour de sécurité, des ajouts de fonctionnalités, peut-être un nouveau mot-clé ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas vu de... Sur MySQL, il y a eu quelques changements surtout dans les carsets ou des choses comme ça, mais c'est assez rare. Ouais. Donc non, c'est pas dur en soi à mettre à jour en termes de base de données. Par contre, ce qui est dur, c'est de mettre à jour le schéma à l'intérieur de la base de données. Et là, on renverra au podcast qu'on a fait sur Flyway ou ce genre de technologie qui permettent de gérer cette complexité. En parlant du coup de Flyway, c'est vrai qu'on en a pas du tout discuté aujourd'hui, mais c'est chaud, la migration de données. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Talend de Romain? Ouais, après on a des outils du genre Talend qui font qui prennent des données, les transforment et les réinjectent dans la base en faisant des modifications. Mais d'habitude c'est très compliqué, les données sont souvent pas forcément exactement au même format, un peu incomplètes, et donc il y a beaucoup de cas à gérer et faire évoluer l'appli en même temps pour que tout soit conforme, c'est assez délicat. C'est pas toujours simple. Mission. Je vous renvoie au podcast. On a fait un podcast sur la migration de projets informatiques où on parle notamment de... Très très bon podcast. Très excellent. Il était excellent. Ouais. On parlait notamment du coup des migrations de données. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller remonter un petit peu plus haut dans les titres. Du coup, on en a fini. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet aujourd'hui. On va traditionnellement conclure par notre rubrique coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Arthur, t'avais un coup de cœur à nous partager aujourd'hui? Ouais, en ce moment, je fais une mission de performance et j'utilise JMeter que je ne connaissais pas du tout. Et c'est un outil fait en Java avec une interface graphique, donc ça fait plaisir. Et ça sert donc à faire du requêtage automatisé et de faire des tests de performance en général sur des serveurs HTTP. Et je l'ai trouvé très très simple d'utilisation et en même temps hyper performant où on peut intercepter un peu tout ce qu'on veut au niveau de la requête. Alors, tu le trouves simple d'utilisation parce que c'est un génie. Voilà, mais non, mais j'ai pas, franchement, en une journée, j'avais réussi à faire ce que je voulais. Et il y a plein de possibilités. C'est un peu, au final, en plus, on peut utiliser du Groovy pour faire donc c'est un espèce de surcouche à Java pour faire du code à la main. C'est du Java interprété. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Donc après, je suis pas allé non plus. J'ai fait juste 3 requêtes avec une récupération de tokens, mais même j'ai trouvé que j'ai pu faire tout ce que je voulais sans passer 3 jours à chercher dans la doc et tout. Donc j'ai trouvé ça très bien. Après, au niveau des tests fonctionnels, si on veut un outil un peu plus simple d'utilisation encore, peut-être moins poussé que JMeter, c'est Catalan Studio. On peut coder en Groovy aussi dessus. Il y a mais qu'est-ce qu'ils ont des cas de tests. C'est ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps, que ce soit Jenkins. À chaque fois, je vois un truc en Java, c'est en Groovy. Mais attends, c'est cool. En même temps, c'est du JS et du Java en même temps. Le pire des deux, quoi. Ils ont pris le pire des deux langages. Et du coup, alors, c'est quoi ton... Et du coup, Catalan Studio, en fait, c'est un petit soft qui permet de tester et les applis web et les applis mobiles aussi. Et d'enregistrer donc des cas de tests, de faire des suites, des machins et tout ça dans un soft. D'accord, je ne connaissais pas du tout. À étudier. À étudier, ouais. On vous donnera des nouvelles. Un podcast bientôt sur test de performance avec Catalan Studio. Groovy. Je sais pas si c'est le meilleur pour ça. Sachant que bientôt, Florian va nous revenir faire un podcast pour nous parler d'API Gateway et de ce type de technologie. Je me renseigne. Du coup, ce premier podcast post-déconfinement est maintenant terminé. Le moins qu'on puisse dire, en tout cas pour ma part, parce que vous allez me dire non, c'est que ça fait quand même plaisir d'être de retour autour de cette table. Donc on espère que... On n'a pas tous aussi bien vécu le confinement, j'ai l'impression. On n'était pas tous dans une grande maison avec toute la famille au nord. Chut, Arthur. Non mais oui, c'est très bien de reprendre un peu... De reprendre le cours un peu de la vie, ouais.
Du coup, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir participé. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux podcasts. À bientôt. Salut, merci, salut. Salut.